Alors, on va se mettre dedans. Mesdames, bonjour et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est majeur dans le positionnement de votre offre et stratégiquement et comment vous positionnez sur votre marché. Donc, et bienvenue aujourd'hui à cette journée qui est donc organisée dans le cadre du projet Interreg Peter Alcotra Alpimed Innove. Les objectifs de la journée, ce sera dans un premier temps donc les éléments pour comment définir sa stratégie. Donc on regardera un petit peu comment on détermine des objectifs d'entreprise, comment on analyse son environnement, les techniques pour analyser son environnement. Encore une fois, votre offre est positionnée sur un marché et donc vous avez une place sur ce marché. Donc comment vous pouvez vous positionner, et pour ce faire, il faut le connaître et l'analyser. Et puis mesurer sa capacité stratégique aussi. Vous avez des ressources propres, donc qui doivent vous permettre de développer votre activité, mais avec une certaine limite et dans une certaine mesure. Ensuite, on passera sur le business model Canvas, qui est un outil en fait qui permet de cartographier rapidement son modèle économique et de pouvoir savoir comment est-ce qu'on crée de la valeur, comment est-ce que vous créez de la valeur, définir comment vous créez votre valeur, comment est-ce que vous la délivrez, donc aux personnes à qui vous la destinez, vous l'adressez, et comment vous récupérez de la valeur financière en retour. Derrière, on challengera un petit peu ce modèle économique et donc on verra un ensemble de questions et de remises en question, on va dire, même de chacun des items, on va dire, qu'on trouvera dans ce business model Canvas. Et puis ensuite, il y a la priorisation des actions, et ça, ce sera votre partie, et on pourra en rediscuter après l'atelier. Donc, définir les objectifs de l'entreprise. Alors, tout d'abord, quand on définit des objectifs d'entreprise, il faut définir un cadre de référence. Donc, il faut qu'il réunisse, il explicite bien les éléments qui font aujourd'hui l'entreprise et qui feront l'entreprise pour définir quels vont être vos objectifs. Donc, ça conditionne beaucoup la mise en face de la stratégie avec l'identité de l'entreprise et du dirigeant. On parle toujours d'adéquation homme-projet ou homme-entreprise. Vous pourriez vouloir être la première multinationale dans votre secteur d'activité, mais ça demande des ressources et des compétences, et peut-être que vous ne les avez pas. Le tout est on va dire d'être dans la bonne mesure, en tout cas, en fonction de vos capacités personnelles, financières, etc. Et puis aussi l'identité de l'entreprise. Donc on commence tout d'abord avec la vision et l'ambition. La vision et les ambitions du dirigeant. Il faut que vous puissiez définir ce que comment est-ce que vous vous voyez dans 3, 5, 10 ans, à court, moyen, long terme, et puis vos ambitions. Où est-ce que vous souhaitez être dans ces 3, 5 et 10 ans. Votre personnalité, il faut bien que ce soit adapté à votre personnalité. Je reparle d'adéquation homme-projet, et de pouvoir et que votre projet soit adapté encore une fois à votre personne et à vous-même. L'historique de l'entreprise, puisque ça joue aussi, puisque ce sont les fondements, en tout cas, la création de votre entreprise et puis toute son histoire jusque-là. Donc, savoir un petit peu comment cela peut impacter aussi dans la vision, encore une fois, d'entreprise, et de où vous souhaiterez être dans 3, 5 et 10 ans de nouveau. L'image que vous souhaitez pour votre entreprise, quelle image vous souhaitez, qu'est-ce qui doit émaner en tout cas de votre entreprise, et les leviers et freins en interne, puisque donc on parlait toujours d'atouts et de faiblesses en tout cas que vous pourriez avoir en interne. Donc on va définir d'abord on va parler d'abord du cadre de référence et comment est-ce qu'on peut le définir. Alors c'est les finalités et la raison d'être. Donc ce sont vraiment les motivations profondes et personnelles du dirigeant. Voilà, je commente un petit peu les slides davantage parce qu'on va être remis aussi, les ateliers vont être traduits en italien, donc je me permets un petit peu de rentrer un peu plus dans le détail pour que la traductrice puisse faire ce travail-là. Donc on parle bien de motivation profonde et personnelle du dirigeant, les finalités, généralement, voilà, la notion de profit, est-ce qu'on fait ça dans quel but est-ce que on s'est lancé est-ce que vous êtes lancé dans votre activité? Généralement, il y a un exercice qui est intéressant de faire. Alors, on le fera pas aujourd'hui en pratique. Par contre, je vous invite à le réaliser chez vous. C'est d'écrire dans un premier temps pourquoi. Alors, mais pourquoi pas en un mot, en deux mots, sur la finalité de pour
quelles raisons vous vous êtes mis à votre compte? Pour quelles raisons vous vous êtes lancé dans cette activité? Cette question-là, une fois que vous y avez répondu une première fois, reposez-vous la question pourquoi d'autres? Et cela, c'est ce qu'on appelle les 5 pourquoi. Donc, posez-vous 5 fois la question de pourquoi, pour quelle finalité vous avez créé votre entreprise, pour essayer encore une fois d'en extraire vraiment la substantifique moelle et de savoir quel est le fond, encore une fois, de votre présence en tant que chef d'entreprise et en train de mener vos activités. Ensuite, vous avez la mission métier, donc c'est clarifier le rôle, en fait, l'organisation, en définissant voilà la vocation. Vous avez vocation, quelle sont vos missions et votre métier à proprement parler. Vous êtes producteur d'escargots, donc dans l'alimentaire à destination d'entreprises, de professionnels, de restaurateurs ou de particuliers. Je m'adresse à vous particulièrement, mais voilà. De définir, c'est important en tout cas de définir votre mission, votre métier et de l'écrire sur papier. Le formaliser, c'est toujours important. Généralement, on a toujours une idée très claire dans nos têtes de nos activités, mais c'est important de les formaliser et de les écrire correctement. C'est un exercice, en tout cas, que je vous engage à faire. Ensuite, on va parler de vision. Donc, ce que je vous disais, pour qu'une stratégie existe, il faut un but, un objectif, et il faut que ce soit déterminé par une analyse, alors objective, hein, mais voilà, aussi en fonction des idées que vous avez et comment vous allez valoriser ça de manière personnelle et comment vous allez l'adapter à vous en tant que dirigeant. Et voilà, et ça aide, voilà, c'est aussi, si demain vous avez des salariés, ou si vous en avez d'ores et déjà, c'est important d'avoir cette vision, parce que c'est grâce à elle que vous allez embarquer aussi des personnes. Donc, nouvelles personnes arrivantes, vous pouvez, si vous êtes amené à recruter, hein, même de manière saisonnière, hein, c'est important que les personnes qui intègrent votre entreprise aient la connaissance de ce que vous attendez et ce en quoi elles vont pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs. Une vision, projet avec des ambitions, des buts et des objectifs. Donc les buts, donc ça se réfère à une extension cohérente avec la mission. Voilà, vous avez exprimé au-dessus quelle est votre mission et comment vous le déclinez. Et vous allez définir donc des objectifs qui sont opérationnels. Et là, on attend de vous, enfin en tout cas l'exercice que l'on vous propose de réaliser, qu'on vous conseille fortement de réaliser, ce sont un chiffrage quantitatif. Demain, aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires annuel qui est déjà ce qu'il est. Comment est-ce que demain vous voyez, voilà, donc comment vous allez finir l'année 2022, comment vous serez en 2023. En tout cas, ce sont les objectifs qui à vous de vous fixer, qu'il faut que vous vous fixiez de manière quantitative, pour pouvoir, encore une fois, découler encore les actions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, si demain vous êtes, je dis n'importe quoi, un chiffre d'affaires de 80 000 euros, que vous souhaitez donc augmenter de 20%, donc vous visez les 96 000 euros, on va dire 100 000 euros, quels vont être les moyens pour y parvenir. Donc, ça, c'est l'atteinte, sont les ambitions, les buts et objectifs qu'il faut que vous formalisiez. Et en tout cas, prenez le temps de vous poser et de les quantifier vraiment numériquement parlant. On va passer ensuite sur l'analyse de l'environnement. Alors, il y a des analyses qui sont très classiques. Hein. Si vous avez fait des écoles de commerce et autres, vous avez dû voir ça. Sinon, même si vous cherchez un petit peu dans l'analyse environnementale, on vous propose déjà une analyse PESTEL à réaliser. Donc tout d'abord, c'est une analyse sur l'aspect politique, on va dire, qui peut avoir un impact sur vos activités. La partie économique, c'est la partie volumétrie. Aujourd'hui sur le marché, je sais pas, donc je reviens sur l'alimentaire, les escargots. Aujourd'hui, quelles sont les parts aujourd'hui du marché? Quels sont le nombre de consommateurs potentiels, en tout cas, que vous pouvez cibler? Quels sont les clients potentiels que vous pouvez cibler? Essayez de trouver des informations comme celle-là. Alors, il y a différentes façons de faire. Vous avez de la presse spécialisée, vous avez des études qui peuvent être menées. Donc, ça peut être l'INSEE. Il y a différentes formes de sources. Il y a les chambres consulaires également qui peuvent être là pour vous épauler, pour encore une fois analyser votre environnement marché en termes de volumétrie sur des critères économiques. Après, il y a la partie sociologique. Quelles sont les habitudes de consommation aussi, ou quels sont les us et coutumes, on va dire, dans le milieu. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont consommatrices d'escargots, je reviens sur les escargots toujours, ce sera le thème du jour. Comment est-ce que ces personnes-là ont envie finalement d'avoir leurs escargots qui arrivent dans leur assiette, ou en tout cas dans leur frigo,
ou dans leur congélateur, qu'est-ce qui, voilà, dans les modes de consommation. Est-ce que les personnes préfèrent des choses en bocaux? Est-ce que c'est plutôt du surgelé? Est-ce que c'est plutôt du frais carrément? Est-ce qu'ils souhaitent être livrés à domicile? Est-ce qu'ils veulent aller chercher dans un point relais? Est-ce qu'ils veulent se déplacer chez le producteur? Toute cette analyse sociologique en fait sur les façons de consommer et de faire, pour pouvoir les connaître et pouvoir se positionner avec pertinence et y répondre. Ensuite, il y a la partie environnementale, donc elle impacte de plus en plus les activités. Comment est-ce que vous pourriez mettre en place des actions environnementales? Comment est-ce que voilà l'environnement peut impacter ou pas? On parlait aussi de labels, de normes. Aujourd'hui, on revient un peu avec l'aspect sociologique également, le lien avec la partie sociologie. Aujourd'hui, on est quand même, on constate de plus en plus que les consommateurs, et c'est un bienfait, sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est environnemental, label et autres, et certification environnementale. Donc regardez bien ça attentivement et de voir si peut-être le jeu en vaut la chandelle, d'aller chercher certaines normes, certaines certifications ou labels qui vous permettraient de répondre encore une fois aux attentes des clients. La partie légale, évidemment, puisque c'est même la première que l'on vous conseille de regarder, c'est la partie réglementaire. Donc sur l'alimentaire, il y a toute la notion d'hygiène, etc., et toute la traçabilité qu'il est important de savoir maîtriser. Enfin, en tout cas, c'est un cadre dans lequel vous êtes obligé de vous inscrire, vous ne pouvez pas déroger. Donc c'est important d'être bien en connaissance de ça et même de ces évolutions. Parce que la partie réglementaire peut créer des menaces, entre guillemets, ou en tout cas des restrictions. Mais c'est aussi une source d'opportunité parfois. Là, je prends un exemple qui vous parlera peut-être pas vous directement, mais la réglementation peut être source d'opportunité. Moi, je prends toujours l'exemple d'un proche qui s'est positionné très tôt sur le marché des alarmes piscines. Puisqu'il y avait une réglementation qui passait sur les piscines pour la sécurisation des piscines. Et il y avait une demande client forte sur les alarmes piscines parce que c'était un investissement qui était moindre par rapport aux autres solutions de sécurisation des espaces piscines. Il s'est positionné dessus très rapidement, il a vu l'opportunité réglementaire et il a su avoir suffisamment de stock au moment où tout le monde était en rupture puisque tout le monde s'est jeté dessus. Donc ça a été un positionnement, voilà, c'est une opportunité réglementaire qui peut se créer aussi. Donc toujours être en veille un petit peu sur ce qui se passe sur le côté légal des choses. Et puis ensuite, il y a la technologie. La technologie, à quel point elle peut impacter votre activité. On prend toujours l'exemple très parlant des photographes qui ont vu la technologie impacter très fortement leurs activités à un moment donné. Et du coup, il a fallu pour eux réagir, se différencier. Aujourd'hui, la personne qui nous permet la captation de ces ateliers est photographe de métier, de formation, mais il s'est diversifié dans ses activités. Il continue à faire de la photo, bien entendu, mais il s'est également donc diversifié sur la partie captation vidéo et autres types de prestations sur lesquelles les clients l'attendaient et l'attendent toujours. L'analyse de l'environnement, vous avez les forces de porteur. Donc ces forces-là, donc c'est tout ce qui va mesurer l'intensité concurrentielle, à quel point votre marché peut être concurrentiellement restreint ou moins, en tout cas impactant. Vous avez les menaces d'entrants potentiels. Est-ce que c'est un marché qui est facilement intégrable par d'autres concurrents, donc qui peuvent impacter encore une fois vos parts de marché? Est-ce que vos fournisseurs, si tant est que vous ayez besoin de fournisseurs pour certaines de vos prestations, en tout cas, est-ce que certains fournisseurs vont être assez rudes? Est-ce qu'ils vont être faciles dans la négociation? Est-ce qu'ils peuvent impacter, en tout cas, votre modèle? Est-ce que les acheteurs ont un pouvoir de négociation ou est-ce qu'ils attendent en tout cas de la négociation? Si on revient sur votre cas pour les escargots, est-ce que des restaurateurs ont peut-être un poids en tout cas, ou en tout cas sont beaucoup dans la négociation et demandent des prix assez bas? Est-ce que le rapport peut être comme ça un petit peu je vais pas dire conflictuel, mais de négociation? Est-ce qu'il y a un rapport de négociation fort? En tout cas, c'est à prendre en considération dans votre positionnement. Les pouvoirs publics qui peuvent impacter en fonction, peut-être qu'il y a par exemple pour des terrains sur de la production, etc. Est-ce que les pouvoirs publics ont un intérêt, enfin en tout cas peuvent avoir un impact sur vos activités par rapport, je sais pas, à la mise à disposition de terrain ou différentes choses de ce type-là.
Les produits de substitution aussi, donc ça c'est la concurrence indirecte en tout cas, ou directe, mais en tout cas il y a un besoin que vous proposez de combler de par vos activités, votre proposition de valeur, de par vos activités, de par ce que vous produisez. Est-ce qu'il y a des produits de substitution, de nouveaux produits de substitution, voire qui peuvent arriver? Donc ça c'est toute la concurrence. En gros, quand les personnes, pour combler leurs besoins, ne viennent pas vous voir, ben en gros la question à se poser c'est qui elles vont voir pour combler ce besoin-là. Alors, les facteurs clés de succès, effectivement, donc vous en avez plusieurs types et vous avez donc pour expliquer un petit peu la matrice, vous avez les facteurs clés de succès qui sont sur la gauche là. Donc, il y a les nouveaux et les existants d'ores et déjà et les différents marchés, nouveaux et existants. Donc, quand on est des facteurs de succès, de nouveaux facteurs de succès sur un marché existant, la bonne question qu'il faut se poser, c'est quels sont les nouveaux facteurs clés de succès nécessaires à la protection et l'extension de notre présence sur le marché actuel. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser aujourd'hui pour pouvoir maintenir sa position sur son marché? Et on parle par exemple de tout ce qui est donc click and collect, livraison, positionnement numérique, etc. Des facteurs clés de succès nouveaux sur des marchés nouveaux, ben en gros la question c'est quels sont les facteurs clés de succès qui seraient nécessaires de maîtriser pour être compétitif sur les marchés de demain. Donc ça c'est être un petit peu en veille sur l'évolution de votre marché et être en capacité de maîtriser vraiment ce qui va être nécessaire de maîtriser encore une fois pour rester compétitif et conserver ses parts de marché. Sur les facteurs clés de succès existants, sur des marchés existants, quelle possibilité y a-t-il d'améliorer notre situation sur le marché existant en exploitant au mieux nos facteurs clés de succès actuels? Il y a peut-être des facteurs clés que vous maîtrisez d'ores et déjà, une production locale avec une destination, une proximité, un accès sur la production, etc. Je pense que voilà, à vous de vous poser la question s'il y a ces facteurs clés de succès que vous maîtrisez déjà, est-ce que vous pouvez les optimiser, les perfectionner? Et enfin, sur de nouveaux marchés, des facteurs clés existants qui sont déjà positionnés sur des nouveaux marchés, mais que vous pourriez vouloir adresser encore une fois avec votre offre. Voilà, quels sont les nouveaux produits, services que vous pourriez inventer? Comment est-ce que vous pourriez combiner différemment, on va dire, de manière créative, vos facteurs clés de succès et les compétences fondamentales actuelles? Donc voilà pour la partie facteurs clés de succès. Maintenant, il faut mesurer la capacité stratégique. Donc c'est l'étalonnage, on va dire le benchmarking qui doit être fait. Déjà, vous avez un étalonnage historique, donc quel est l'historique de votre entreprise, son ancienneté, son évolution, son positionnement, et quelles sont les différentes offres et les différents marchés que vous adressez. L'étalonnage interne, quelles sont vos ressources internes et à quel point elles peuvent conditionner aussi votre stratégie. Et ça vous permettra aussi d'identifier peut-être quelques faiblesses ou quelques points d'amélioration qu'il faudra apporter, ou en tout cas qu'il faudra traiter pour pouvoir appliquer la stratégie que vous aurez définie en amont. L'étalonnage avec les concurrents, il faut toujours bien entendu se positionner avec les concurrents par rapport à la concurrence aussi. Vous êtes sur un marché et généralement vous n'êtes pas seul. S'il y a un marché, c'est qu'il y a de la concurrence, toujours être en veille sur ce que fait la concurrence. Et on dit toujours à l'école, on nous a dit de pas copier finalement sur le voisin. Là, je vous engage pas forcément à copier, mais à regarder ce que fait le voisin, regarder la copie du voisin pour pouvoir en tirer les bonnes pratiques et retirer en tout cas ce qui serait pas souhaitable pour vos activités. Et puis bien sûr l'étalonnage avec les meilleures pratiques donc qui en découlent. Alors, il faut mesurer aussi sa capacité stratégique. Donc, il y a toute une donc c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc, à vous de regarder un petit peu sur chacun des items comment est-ce que vous pouvez intervenir dans votre chaîne de valeur. Comment est-ce que vous pouvez perfectionner les choses. Donc, vous avez la partie conception produit, la partie approvisionnement, la partie logistique, production, commercialisation et service. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de dégager de la marge. À vous de chercher, encore une fois, dans ce découpage analytique, on va dire, de l'organisation de l'entreprise, quels vont être les facteurs clés de succès. Est-ce que dans la conception, vous avez des choses que vous pouvez améliorer dans la conception de vos produits, dans la présentation de vos produits? Comment est-ce que vous vous approvisionnez? Alors, l'approvisionnement, bien sûr, on parle aussi de tout ce qui est contenant, par exemple, système de livraison, etc. Tout ce qui est approvisionnement, qui va vous pouvoir sur lequel vous pouvez interagir en tout cas ou optimiser les choses pour pouvoir encore une fois travailler sur votre marge au finish. Vous avez la partie logistique. Comment est-ce que vous pourriez intervenir dans votre domaine logistique
Encore une fois, les livraisons, la gestion, encore une fois, des approvisionnements, toute la partie logistique, comment est-ce que vous pouvez l'optimiser? La production à proprement parler, bien entendu. La commercialisation, comment l'optimiser? On sait que des actions commerciales sont souvent assez chronophages. C'est compliqué la commercialisation. Maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Par exemple, en travaillant sur les cibles, les segments cibles que vous adressez. Est-ce que vous les adressez correctement? Comment est-ce que vous vous adressez à eux? Quels sont les moyens? Mais on le verra un petit peu après. Comment est-ce que vous pourriez être en capacité d'adresser votre offre, de communiquer votre offre à vos segments cibles de manière plus pertinente en tout cas, en limitant encore une fois les frais inutiles et en gagnant toujours sur votre marge. Et puis les différents services annexes que vous pouvez proposer. Comment est-ce que vous pourriez aller au-delà et gagner un peu plus, avoir un peu plus de marge sur, gagner sur vos marges à partir du moment où vous proposez de nouveaux services et de nouvelles choses au sein de vos activités. Voilà, l'évaluation de la stratégie, ça va être ça. Ça va être donc évaluer la pertinence. Est-ce que la stratégie proposée, est-ce qu'elle répond aux opportunités et aux menaces auxquelles l'organisation est confrontée? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que la stratégie proposée, elle répond encore une fois aux attentes des parties prenantes, que ce soit fournisseurs ou clients? Le niveau de risque, est-ce qu'il est acceptable pour vous? Le niveau de gain aussi, est-ce qu'il est acceptable? Il faut toujours avoir ce rapport financier, cet équilibre financier entre risque, charge, coût et gain. Et les parties prenantes accepteront-elles cette stratégie? Est-ce que tout le monde, toutes les personnes avec qui vous travaillez dans votre environnement, au sein de votre activité, est-ce qu'ils vont être en capacité de pouvoir y répondre et de s'intégrer là-dedans? Et bien sûr, la faisabilité, voilà, est-ce que la stratégie va fonctionner en pratique? Parce qu'on peut avoir des très belles stratégies, mais il faut la ramener au côté opérationnel et au côté terrain. Donc c'est se poser cette question-là pour voir s'il y a des choses peut-être qui peuvent être mises en place pour pouvoir les réaliser si vous avez des trous dans la raquette. Est-ce que la stratégie peut être financée? Puisque encore une fois, les finances, c'est le nerf de la guerre, et il faut pouvoir être en capacité d'avoir les moyens financiers pour mettre en place ce qui aura été défini, ce que vous souhaiterez mettre en place. Les compétences nécessaires sont-elles disponibles ou peut-on les obtenir? Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie et de ce qui aura été défini. Si vous avez les compétences vous propres en interne, ou s'il faut que vous externalisiez, vous alliez les chercher, ou alors que vous vous formiez vous-même ou que vous formiez certains de vos employés pour acquérir les compétences nécessaires. Et idem pour les ressources, bien entendu. Alors, cartographier son modèle économique. On va passer sur la partie certainement la plus sympathique, et je contrôle l'heure. Ce modèle économique, en fait, comment vous allez devoir le définir? Et c'est la matrice d'empathie, ce qu'on appelle, et c'est la connaissance client. Il faut se rappeler qu'il faut toujours avoir le client au centre de la réflexion. Le client, on dit toujours, c'est le patron. Hein. Le jour où il décide de s'en aller, il met tout le monde à la porte, hein, du patron jusqu'au dernier employé. Si le client ne vient pas consommer et n'est pas preneur de votre proposition de valeur et de votre offre, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut rentrer dans cette connaissance client et cette démarche empathique. Donc, en commençant par se demander qu'est-ce que pensent vos clients, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Les préoccupations majeures, les inquiétudes, les aspirations. Si on revient sur le domaine alimentaire, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, si on parle sur l'étude un peu sociologique et sur les éléments sociologiques, on est tous à vouloir aujourd'hui avoir des produits sourcés. On aime bien savoir d'où viennent les produits. On aime qu'ils soient bio ou en tout cas issus d'une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'entendent ces personnes-là? Vos clients, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce que disent les amis? Qu'est-ce que dit le chef? Qu'est-ce que disent les personnes qui comptent pour elles? En gros, c'est essayer de rentrer un petit peu dans l'intimité, de comprendre un petit peu ces personnes-là et d'avoir un discours adapté en tout cas pour répondre à leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils voient? Quel est leur environnement, leurs amis? Ce que le marché propose? C'est un état des lieux un petit peu de ce qu'ils ont devant les yeux lorsqu'ils vont faire l'acte d'achat, en tout cas pour combler le besoin auquel vous proposez de répondre de par votre offre. Comment est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils voient d'habitude? Comment vous allez pouvoir vous inscrire là-dedans de manière pertinente et leur donner envie de consommer plus vos offres que celles des autres. Que dit-il, que fait-il ce client? Les attitudes en public, les apparences, les comportements vis-à-vis d'autrui. Je pense que là-dessus, on revient un petit peu sur cette notion, de valorisation, encore une fois, des produits. Je pense que les personnes
peuvent être, par exemple, on apprécie toujours lorsqu'on fait un apéritif ou quelque chose et lorsqu'on délivre, et lorsqu'on dépose sur la table des produits, on est toujours ravi de dire ah ben tiens, ça ce sont les escargots de Villars, ça c'est la charcuterie de Saint-Martin-Vésubie et ça vient de la Roya. Peu importe, mais c'est cette notion-là de qu'est-ce que disent ces personnes-là, ces attitudes en public, ces apparences. Donc comment valoriser tout ça et les aider à le faire en tout cas, ou en tout cas répondre à ces attentes-là. Ensuite, vous avez les gains et les souffrances. Donc ça, en gros, c'est qu'est-ce qu'ils attendent de votre offre et qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme peur, comme frustration, comme obstacle dans l'acte d'achat et dans la consommation, en tout cas de vos produits et ou services. Voilà. En tout cas, lorsque vous cartographiez votre modèle économique, il faut vraiment que vous changiez de posture, il faut que vous changiez de perspective. On est trop souvent à se poser les questions qui sont sur la gauche, que l'on a joliment barrées. C'est en gros, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre à nos clients, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut faire comme service, etc. Comment est-ce qu'on peut les toucher plus efficacement, ces clients? C'est des questions, quelles relations devons-nous établir avec les clients? Comment gagner de l'argent avec nos clients? Finalement, il faut switcher, il faut passer sur un autre, on va changer de perspective, faire un pas de côté et être en capacité de se poser des questions plus pertinentes. Sur donc la conception de votre modèle économique, il faut que ce soit centré sur le client. Donc je le redis, en gros, c'est pas qu'est-ce qu'on peut vendre au client, mais c'est de quoi notre client a besoin. Comment est-ce qu'on va être en capacité de l'aider au travers de nos produits, au travers de nos services? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre? Comment on va s'intégrer encore une fois dans son quotidien? Quelles sont ses aspirations et comment l'aider à les réaliser? Et on ne pose plus la question de comment toucher efficacement des clients, mais comment nos clients préfèrent-ils qu'on leur parle? Comment est-ce qu'on s'adresse à eux? Comment en tant qu'entreprise on va avoir une place dans leur routine. Donc c'est c'est exactement ce que je disais, le positionnement numérique aujourd'hui quand on cherche quelque chose, on a presque à regret, mais c'est comme ça. On a le réflexe de prendre son téléphone, d'aller sur Google ou en tout cas sur l'opérateur qui va s'ouvrir sur notre smartphone et on va taper, on va chercher. Si je tape escargot frais département Alpes-Maritimes, je cherche des escargots. Typiquement, je vais aller taper sur mon smartphone pour trouver qui à proximité peut me fournir des escargots frais, pas frais, etc. Donc tout ça, c'est et ces clients-là préfèrent qu'on leur parle de cette manière-là. Il faut être donc positionné sur ce secteur-là. Enfin, en tout cas, sur ces actions-là, il faut être en pertinence et être positionné. Quelle relation devons-nous établir avec les clients? Non, c'est pas ça. C'est quelle relation nos clients souhaiteraient-ils que nous établissions avec eux? Je me rappelle d'une des personnes que l'on a vues sur la vallée du Sian, dans les gorges du Sian, qui était donc un apiculteur et qui disait moi j'ai trouvé quelque chose. C'est des entreprises qui me parrainent aujourd'hui des ruches. Voilà, ils avaient envie. Ce sont des entreprises, mais en même temps ils avaient envie de s'investir de manière RSE, on va dire, une action RSE à destination d'un producteur local et de pouvoir délivrer du miel, un certain nombre de pots de miel à ses employés. Donc, ils ont, parrainé certaines ruches, ce qui leur a garanti d'obtenir un certain nombre de pots de miel au finish. Voilà, ça c'est ce qui était attendu et c'est comme ça que la relation client était attendue et était souhaitée. Donc voilà, un exemple de ce qui peut être fait. Ensuite, peut-être qu'il y a des relations clients qui peuvent être plus directes. Peut-être que aussi quand on est producteur, peut-être qu'il y a la présence sur marché, de pouvoir échanger avec la personne, de pouvoir mettre en avant son savoir-faire, de pouvoir faire des visites aussi sur le site de production, faire un petit peu de pédagogie. Peut-être que c'est ça qui est attendu par les clients. En tout cas, se poser la question de qu'est-ce que les clients souhaitent, quel lien ils souhaitent établir avec nous. Ensuite, le dernier point, c'est donc comment gagner de l'argent avec nos clients. C'est pas la bonne façon de poser la question. C'est pour quelle valeur les clients sont-ils réellement disposés à payer, encore une fois. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir créer comme valeur pour lesquelles les clients vont pouvoir venir et nous, on va pouvoir capter en retour de la valeur financière. Bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, la matrice Business Model Canvas se présente comme ceci. C'est une matrice qui est particulièrement intéressante de par sa simplicité et aussi de par la complexité qui peut en découler. Vous avez un premier aspect qui est la proposition de valeur. Ça, ce sont vos activités, mais c'est également l'image que vous avez envie de donner à votre entreprise. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière en plus dans votre entreprise? Généralement, de cette proposition de valeur, on peut en découler ce qu'on appelle une punchline ou une tagline, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre
comment le dire différemment? Est-ce que je cherche un slogan qui pourrait être parlant? Mais je sais pas, mais par exemple pour la Chambre de commerce et d'industrie, je pense qu'on parle d'être au plus près des entreprises. Je me rappelle d'un vieux slogan où on disait, qui disait toujours près et au plus près. On était donc dans la réactivité, on était là si besoin, toujours prêt à venir aider, et on était au plus près de nos entreprises. Donc ça faisait partie de notre proposition de valeur, au-delà du fait de dire que l'on faisait des formations, que l'on faisait de l'accompagnement, que l'on faisait du conseil, qu'on accompagnait, etc., des collectivités. On était toujours prêt et au plus près. C'est ce qui en découlait, c'était notre réelle proposition de valeur et comment on avait pu la formuler en une phrase. Donc il y a ce premier exercice de la proposition de valeur au milieu. Ensuite on passe, parce qu'il y a une logique, vous le verrez, à la segmentation client. Les segments clients, à vous de les définir. Est-ce que vous faites du particulier? Est-ce que vous faites du professionnel? Est-ce que vous faites du professionnel qui s'adresse lui-même à des particuliers? Voilà. Comment, et puis sur chaque marché, est-ce que c'est un segment professionnel de la restauration? Est-ce que l'hôtellerie peut être encore différent? Est-ce qu'il y a des X choses, enfin voilà, à vous de définir les segments et de travailler un maximum dessus pour affiner et de se poser toujours la question de est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut affiner davantage la segmentation client, parce que ça permettra ensuite donc de mettre la bonne proposition de valeur qui va en face. Peut-être que ce que vous proposez à des professionnels, et c'est même quasi sûr, ne sera pas la même chose que ce que vous allez proposer à des personnes classiques, à une clientèle particulière, de particuliers. Ensuite, donc vous avez la relation client qui est donc représentée avec un joli cœur. C'est comment est-ce que vous avez la capacité déjà d'attirer vos clients, de leur donner envie de consommer chez vous. Donc, comme on le disait tout à l'heure, de mettre sur la table, de payer en tout cas pour votre offre, hein, que ce soit des produits ou des services. Mais c'est également comment est-ce que vous allez entretenir une relation tout au long du parcours client. C'est-à-dire quand ils viennent consommer chez vous, lorsqu'ils prennent commande, en tout cas, quel est le lien que vous établissez, quel est le lien que vous allez établir avec eux. Et puis également, a posteriori, comment est-ce que vous fidélisez, comment est-ce que vous pouvez fidéliser votre clientèle? Comment est-ce que vous conservez le lien et cette relation client? On parle de parcours client depuis la transformation de vos prospects en clients et jusqu'à la fidélisation de vos clients. Ensuite, vous avez les canaux de distribution. Donc, c'est comment est-ce que vous adressez votre offre à vos clients et comment est-ce que aussi il y a un retour. Et comment est-ce que vous allez capter aussi, on parle aussi des systèmes de règlement. En gros, ce sont tous les échanges que vous allez pouvoir avoir avec vos clients. Et tout ça, ça va générer des revenus, on va le voir après. Donc ensuite, vous avez les activités clés. Quelles sont les activités clés que vous devez maîtriser? Les ressources clés internes que vous devez avoir. Si vous n'avez pas la capacité de les avoir en interne, quels sont les partenaires clés sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour générer toujours ces activités clés qui vont générer la proposition de valeur que vous allez adresser à vos clients. Donc vous avez la proposition de valeur centrale, vous avez la segmentation client qui est là. Donc là, vous avez le lien entre votre proposition de valeur, les liens entre votre proposition de valeur et vos clients. À droite, c'est toute la partie infrastructure et en bas, vous avez la viabilité financière. Parce que comme vous le comprendrez bien, on sépare en deux, la proposition de valeur est centrale, mais elle se découpe en deux. Donc vous avez là la génération de valeur et là, vous avez la délivrance, comment vous créez la valeur. Comment vous créez la valeur et comment vous la délivrez à vos clients et pour pouvoir capter de la valeur ensuite. Je prends l'exemple, voilà la comparaison, je fais le parallèle entre le cerveau humain et la matrice. En gros, vous avez le cerveau gauche qui est la logique, et donc c'est toute la partie infrastructure, coût nécessaire pour pouvoir créer de la valeur. Et le cerveau droit, c'est la partie émotionnelle, mais c'est la matrice droite, donc qui est la matrice de valeur. Comment vous créez de la valeur. Donc voilà, l'exercice que l'on vous proposera de faire et sur lequel donc on vous transmettra l'ensemble des supports. Pour pouvoir réaliser ce type de travail-là. Donc, vous avez cette matrice. On vous engage à commencer donc soit par la proposition de valeur, soit par le segment de client, les segments de clients, ou inversement. D'ailleurs, ça peut s'inverser 1 et 2. Mais bon, comme on l'a vu, le client au centre de la réflexion. Donc, vous pouvez le faire de manière parallèle. Aujourd'hui, à qui vous adressez votre offre? Et de les définir et d'essayer de voir jusqu'à où ça peut être pertinent de descendre, encore une fois, en termes de granularité, on va dire, des segments clients que vous adressez pour pouvoir être au plus fin, au plus juste, tant dans la proposition de valeur que vous allez leur adresser, tant dans la relation client que vous allez définir avec eux,
Il y a des professionnels qui ont pas la même nécessité, par exemple, que des particuliers sur le relationnel client. En tout cas, dans le relationnel que vous allez avoir avec eux, ce ne seront pas les mêmes attentes. En tout cas, à vous de travailler là-dessus. Les canaux de distribution, j'en parlais tout à l'heure. En cinquième, les sources de revenus. Donc, on commence par la partie un peu sympa, entre guillemets. C'est comment est-ce que, donc, quelle valeur je délivre, comment je la délivre à mes segments clients et à qui je la délivre et comment je capte de la valeur en retour. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Donc, quelles sont les activités clés que je dois maîtriser? Quelles sont les ressources clés que je dois avoir en interne? Et si je n'ai pas la capacité de les avoir, comment est-ce que je peux les acquérir? Ou vers qui je peux me tourner pour ça? Et quels sont tous vos partenaires clés qui sont la structuration de vos coûts, qui vont générer la structuration de vos coûts. J'espère avoir été clair jusque-là. Maintenant, comment est-ce qu'on challenge ça? Une fois que vous avez fait cet exercice-là, que vous avez bien cartographié votre modèle économique, que vous avez bien formalisé tout cela, comment est-ce que vous allez vous poser? Quelles sont les questions à vous poser? Donc, on va faire un exercice. Donc, c'est un exercice SWOT ou AFOM en français. Mais en gros, c'est comment est-ce qu'on va définir les atouts, les faiblesses, vos atouts et faiblesses, donc en interne, et les opportunités et les menaces pour chacun des items que l'on a vus. Donc, chaque item, il faut se poser les questions atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, les atouts et faiblesses pour la segmentation client. Quel est le taux d'attrition de vos clients? Posez-vous cette question-là de savoir à quel moment vos clients, enfin, à quel point vos clients sont capables de partir ailleurs et d'aller consommer finalement, de combler leurs besoins par un autre biais. Voilà. Est-ce que vous les tenez assez captifs, vos clients? Donc, vous avez un taux d'attrition qui est faible, c'est-à-dire un taux de départ qui est faible de vos clients, ou au contraire, est-ce qu'il est élevé? Vos clients viennent en one shot, ils consomment une fois chez vous et après ils s'en vont. Posez-vous cette question-là et en fonction des résultats, alors vous l'évaluez un petit peu comme vous le voulez, mais de savoir qu'est-ce qui peut être fait pour finalement conserver davantage vos clients et les faire revenir. On est bien dans la fidélisation. Et est-ce que l'offre est bien adressée en termes de segmentation? Comment qualifieriez-vous votre segmentation client? Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment segmentée ou pas? Et ça, c'est la question dont je parlais juste avant. C'est de savoir à quel point vous pourrez descendre plus bas encore une fois. Pour avoir accompagné quelques entreprises, il y a quelque chose qui ressort parfois. Les gens me disent bon ben moi je m'adresse à des CSP plus en gros sur le département. Et fatalité, je leur demande un petit peu, mais quel est leur secteur géographique privilégié? Comment est-ce qu'on rentre un petit peu plus? Et au final, au fur et à mesure des discussions, on se rend compte que finalement, c'est pas que des CSP+, ou si ce sont des CSP+, des catégories socio-professionnelles supérieures, il y a peut-être encore d'autres segments à définir dans ces catégories socio-professionnelles supérieure pour pouvoir adresser l'offre de manière plus pertinente, encore une fois, et cibler davantage les clients les plus pertinents. Est-ce que vous avez un niveau d'acquisition de nouveaux clients? Donc la question d'après, c'est aussi, est-ce que vous avez suffisamment de nouveaux clients entrants? Et sinon, comment est-ce que vous pourriez créer, encore une fois, l'envie, le besoin, comment faire venir davantage de nouveaux clients? Les opportunités et les menaces sur la segmentation client, comment pourriez-vous tirer davantage d'un marché en expansion? Donc ça, c'est la partie opportunité. Est-ce qu'il y a un nouveau segment client à qui vous pourriez adresser votre offre? Potentiellement, posez-vous la question, est-ce que votre offre peut s'adresser à de nouveaux marchés, à de nouveaux segments clients? Ça peut être une opportunité intéressante à étudier, et à chaque fois, je vous rappelle, il y a toujours ce lien, cette interaction, c'est-à-dire que peut-être que pour adresser de nouveaux clients, un nouveau segment, une nouvelle segmentation client, un nouveau marché, il vous faudra peut-être maîtriser de nouvelles activités clés ou avoir des ressources nécessaires. Si demain vous voulez faire de la vente à distance via Internet, il vous faut à minima les compétences informatiques, il vous faut du matériel informatique, il vous faut de la logistique, une personne qui va être en capacité de venir sur votre site, prendre les commandes, pouvoir les prendre et les distribuer, et où se situera le destinataire. Donc à vous de bien comprendre qu'à chaque fois, il y a une interaction qui se fait sur l'ensemble des items. Lorsque vous modifiez quelque chose. En tout cas, il y a des opportunités qui peuvent se créer avec des marchés en extension, qui peuvent être aussi des opportunités réglementaires, comme je disais tout à l'heure, ou tout autre type de comportement, d'achat, etc. Par
Pouvez-vous servir de nouveaux segments de clients? Mais ça, c'est un peu la continuité de ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a des segments clients que vous n'adressez pas et comment est-ce que vous pourriez les adresser avec votre offre de manière pertinente? Pouvez-vous mieux satisfaire vos clients en raffinant votre segmentation? En gros, est-ce que tous les clients que vous servez aujourd'hui, enfin à qui vous adressez votre proposition de valeur, est-ce qu'ils sont tous pertinents finalement? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à retirer peut-être une partie de vos activités sur cette segmentation-là pour pouvoir vous concentrer davantage sur une qui peut être plus porteuse? À vous de le définir encore une fois. Est-ce que votre marché risque bientôt d'être saturé? Est-ce que, voilà, on reparlait de l'intensité concurrentielle, des modes de consommation, etc. Si votre marché vous sentez que votre marché commence à être saturé, identifiez-le et soyez en réaction derrière et posez-vous les bonnes questions de savoir si ça vaut le coup de continuer sur ce marché-là, avec cette segmentation-là, ou s'il va falloir peut-être changer. On revient sur l'idée de est-ce que on peut raffiner encore une fois sa segmentation client. Vos concurrents menacent-ils vos parts de marché? Est-ce que y a des concurrents, un gros concurrent qui arrive et qui finalement va vous impacter, et à vous de voir comment est-ce que vous allez pouvoir développer des avantages concurrentiels différenciateurs, comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à une entrée sur le marché d'un concurrent qui impacte vos activités. Je pense typiquement à une entreprise que j'ai accompagnée qui était donc dans tout ce qui était organisation de fêtes, enfin tout ce qui était festivités. Et c'est vrai qu'il a eu la complexité de voir un gros bébé, on va dire, une grosse enseigne, une grande enseigne de tout ce qui était festivités se positionner sur le territoire. Et il a fallu qu'il se recentre sur sa clientèle très locale. Il a travaillé aussi sur son portefeuille client qu'il avait fidélisé depuis plusieurs années. Et donc il s'est débattu pour pouvoir faire face, encore une fois, à cette concurrence énorme qui venait de se positionner sur son secteur géographique. Mais il a dû, voilà, et il a réagi aussi, pour la petite histoire, il s'est positionné, il s'est spécialisé dans le montage de ballons et la décoration ballons, les arches, etc. Il s'est positionné, voilà, il s'est différencié en tout cas par cet aspect-là, que ne proposait pas son concurrent. Quelle est la probabilité que vos clients vous quittent? À quel point donc là on reparle du taux d'attrition du début. Est-ce que vos clients vous quittent facilement? Ils viennent vous voir encore une fois. Et comment est-ce qu'on peut les conserver? Donc on revient sur la relation client. Comment est-ce qu'on fait pour rendre heureux les clients à tel point qu'ils reviennent consommer chez nous? À quel horizon la concurrence va-t-elle s'intensifier sur votre marché? Ça, c'est à vous d'être en connaissance de votre marché. Si demain vous voyez que ça se resserre énormément, à vous de prendre on va dire les bonnes décisions pour soit vous différencier ou soit vous positionner sur d'autres marchés. Et voilà, à vous de voir si vous allez au combat pour conserver vos parts de marché ou si vous pouvez vous en dégager pour reporter votre énergie, on va dire, et votre temps sur d'autres secteurs qui peuvent être plus pertinents. Alors, sur la proposition de valeur, du coup, les atouts et faiblesses, est-ce que vous pensez vraiment, la question qu'il faut vous poser, c'est à quel niveau vous pensez que correspondent votre proposition de valeur et les besoins de vos clients. Donc, on revient sur le client au centre de la réflexion et de se poser la bonne question. Est-ce que mes clients sont vraiment contents? Est-ce que je les écoute suffisamment? Voire est-ce que je les questionne suffisamment? C'est intéressant de toujours rentrer dans un relationnel client poussé pour pouvoir identifier sur quel point vous pourriez évoluer et répondre davantage, encore une fois, à leurs besoins. Est-ce que vous avez un effet réseau, en tout cas, qui est généré par votre proposition de valeur? Est-ce que vous facilitez cet effet réseau et l'aspect des multiplicateurs, on va dire, encore une fois, de votre offre? À vous d'y réfléchir et de voir comment. Alors, il peut y avoir des offres de parrainage, il peut y avoir du bouche à oreille, il peut y avoir la présence sur de l'événementiel, par exemple. Peu importe, mais est-ce que vous avez un effet réseau qui peut être créé par votre proposition de valeur? Et si ce n'est pas suffisant, en tout cas, ou si ce n'est pas le cas aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez générer cet effet d'avantage? Quel niveau de synergie existe-t-il entre vos produits et vos services? Ça, c'est la bonne question à se poser. Aujourd'hui, vous pouvez vendre des produits ou des services, ou les deux. Posez-vous la question de savoir quel type de service vous pourriez être susceptible, encore une fois, selon les synergies qu'il y a entre elles. Mais on verra après sur les opportunités, c'est ce qui va venir. Mais quel type de service vous pourriez rendre à vos clients, finalement? Si vous vendez un produit en particulier, peut-être que ce produit va avec d'autres produits finalement. Donc pourquoi ne pas simplement proposer ces produits-là en complémentaire, en vente additionnelle?
Dernièrement, j'ai dû me racheter des plaques de cuisson de cuisine. Quand j'ai racheté ma plaque chez le fournisseur, j'étais content de trouver à côté juste le silicone qui va bien pour faire le joint autour de la plaque. C'est tout bête, mais c'est de la vente additionnelle qui a du sens. Donc demain, peu importe ce que vous vendez, mais posez-vous la question de savoir est-ce que vous pouvez vendre davantage de choses, voire davantage de services. Les personnes m'ont proposé de venir installer la plaque, tout simplement. La livraison, etc. Quels sont les produits et services additionnels que vous pourriez proposer et commercialiser voilà, en fonction des produits que vous vendez aujourd'hui. Et puis, quel est le niveau de satisfaction avéré de vos clients? À vous d'être dans la bonne communication client avec vos clients, dans le bon relationnel, et de leur poser régulièrement la question, est-ce que vous êtes satisfait de nos produits? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont on vous les délivre, ou on vous les livre, ou en tout cas de la manière, voilà. Est-ce que vous préférez un autre mode de règlement, etc. Comment est-ce que le relationnel client peut être, on va dire, audité, entre guillemets, et comment est-ce qu'on va pouvoir jauger et juger sur quelles actions pourraient être menées pour améliorer encore une fois ce niveau de satisfaction. D'ailleurs, c'est pas fou de poser la question aussi parfois de qu'est-ce que vous auriez aimé ou qu'est-ce que vous aimeriez idéalement trouver quand vous venez consommer chez nous, nos produits, nos services, etc. Ensuite, la proposition de valeur, on parle des opportunités. Est-ce que vous pourriez générer des revenus récurrents en convertissant des produits en services? Alors, ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, l'exemple type, c'est Michelin qui, au lieu de vendre des pneus aux professionnels, désormais vend du kilomètre. C'est l'exemple typique que l'on utilise à chaque fois. Encore, voilà, c'est plutôt que de vendre du pneu, je loue des pneus avec du service de change, de rechange, etc. et tous les services qui vont avec, mais c'est sous forme d'abonnement, donc ça permet d'avoir une visibilité financière pour l'entreprise et une gestion, voilà, et pour le client finalement, mais c'est ce qui était attendu. Eux, ce qui importait aux clients, c'était d'avoir des pneus qui étaient en bon état et qui permettaient de rouler, de garantir que tout se passait bien avec leur flotte de véhicules. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est vos produits et ou services pourraient-ils être mieux intégrés? Alors, comment est-ce que vous pourriez internaliser davantage vos produits, services? Comment est-ce que ça peut être mieux intégré dans vos activités? À vous de vous poser cette question-là. Quels autres besoins des clients pourriez-vous satisfaire? À quel moment? C'est ce que je disais juste avant, mais c'est le côté opportunité, hein, c'est la traduction de ce qu'on a vu avant. Donc à voir si vous avez la capacité en interne, et est-ce que ça peut répondre à cette question-là? À quoi vous pourriez répondre en interne, et est-ce que ça va pouvoir satisfaire d'autres besoins clients auxquels vous ne répondriez pas pour le moment? Et s'il y a de nouveaux, mais que vous n'avez pas la capacité en interne, comment est-ce que soit on acquiert la capacité en interne, ou soit on va chercher un prestataire externe qui va permettre, encore une fois, de répondre à ce nouveau besoin identifié. Quels compléments ou extensions de votre proposition de valeur sont possibles? Jusqu'où vous pouvez aller dans votre proposition de valeur et comment est-ce que vous pourriez rajouter davantage de choses sur votre proposition de valeur? À vous de le définir. Ou est-ce que c'est très restreint, encore une fois, à cause des ressources financières, ressources humaines, capacités, compétences, jusqu'où vous pouvez aller? Et enfin, quelles autres tâches pourriez-vous accomplir pour vos clients? Donc, on revient sur la notion un peu de service ou d'autres tâches. Comment est-ce que vous pouvez répondre à d'autres besoins clients? Peut-être que... je sais pas, tout simplement, j'ai accompagné dernièrement une entreprise qui est donc un épicier qui fait uniquement des produits locaux, qui produit ça, et il me disait parfois j'ai un peu de complexité, c'est un petit peu complexe pour moi par rapport à de la saisonnalité, d'expliquer aux gens que déjà il y a une saisonnalité, donc je peux pas avoir tous les produits, puis il y a certains produits finalement qu'ils ne maîtrisent pas, finalement ils n'achètent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, ils ne savent pas le cuisiner, ils ne savent pas faire. Et ce que tu peux faire peut-être, et c'est ce qu'il met en place aujourd'hui, donc déjà il propose des recettes à partir de chacun des produits. Il propose des recettes bien faites. Alors, au début, pour la petite histoire, il passait par Marmiton, sur le réflexe Internet, et je lui dis, mais tu rigoles, il y a des livres locaux, enfin, la mère Barral, le livre de médecin, etc. Ça nous fait sourire, mais on a tous plus ou moins dans notre bibliothèque, généralement, ou sinon, ça vaut le coup de l'avoir, pour, voilà, avoir des recettes locales et des recettes simples par rapport à des produits qui sont locaux et saisonniers. Donc, c'était tout l'intérêt, voilà. Donc ça, c'était une tâche
tâche pour le client qui arrive devant et qui dit je sais pas le cuisiner, comment est-ce qu'on peut l'aider à réaliser l'acte d'achat de par une simplification de comment on va traiter le produit derrière, parce que pour le client c'était un frein. Et ensuite, donc, sur les différentes menaces, est-ce qu'il y a des produits, des services de substitution qui sont disponibles finalement? Est-ce que le client peut aller chercher à combler son besoin d'une autre manière que par son propre que par votre propre proposition de valeur? À vous d'identifier ça et d'être en veille là-dessus et d'être vigilant en tout cas pour travailler sur vos aspects différenciateurs. Qu'est-ce qui fera que c'est plus avantageux de venir consommer vos produits, vos services plutôt que d'autres produits ou services de substitution? À vous de vous démarquer, ou en tout cas de travailler sur cette démarcation-là si vous voyez que c'est que ça devient une réelle menace en tout cas pour votre activité. Est-ce qu'il y a des concurrents qui proposent un meilleur prix ou plus de valeur à proprement parler? Donc ça, c'est à vous de vous, dans votre positionnement, de définir sur votre marché. Mais on revient sur la connaissance marché, la connaissance, le benchmark de vos concurrents et des offres alternatives de substitution. À un moment donné, s'il y a quelqu'un qui propose un meilleur prix, à vous de vous différencier et d'expliquer pourquoi votre prix est supérieur, de le justifier en tout cas et d'être en capacité de mettre en avant ce qui fait que votre prix est supérieur. Ou si lui fait une proposition de valeur supérieure, à vous de définir et de dire peut-être que vous rattrapez sur le prix. Logiquement, qui dit proposition de valeur élevée dit prix élevé. C'est compliqué d'avoir une proposition de valeur élevée à un prix bas. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on déconseille à beaucoup de créateurs d'entreprises, parce que c'est un peu j'ai envie de dire, c'est humain et naturel de vouloir faire des super trucs et en même temps de vouloir se commercialiser au départ, surtout au début d'activité. Donc, on essaie de faire des super trucs à des prix un peu au rabais ou négociés, etc. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est un positionnement qu'il faut avoir et qu'il faut affirmer. À un moment donné, on peut pas faire de la super qualité à un super prix. C'est pas possible. Je reprendrai rapidement l'exemple de ce qu'on a dans notre journée de formation des 5 jours pour entreprendre qu'on adresse donc aux créateurs d'entreprises. On prend un exemple entre de la cristalline et une eau dont je me souviens plus le nom de la marque, mais c'est pas grave. Mais la cristalline, c'est la bouteille à 50 centimes. L'eau en question, c'est la bouteille à 350 €. Mais parce que elle est décorée de diamants Swarovski, elle a encore une fois, elle a des feuilles d'or, elle est filtrée aux ultraviolets, je sais pas quoi. Et puis c'est juste pour être posée sur une table sur un restaurant à Saint-Tropez pour dire j'ai une bouteille d'eau à 350 €. Mais le positionnement est affirmé. Et il est assumé pleinement. Mais du coup, on a une matrice généralement qu'on montre, c'est un U comme ça, et ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans le creux du U. En gros, c'est soit on fait de la volumétrie et on a un prix concurrentiel comme la cristalline, soit on fait de l'hyper qualitatif, on se différencie par ça et on peut travailler effectivement avec des prix plus élevés. Mais voilà, donc c'est juste affirmer sa position. La relation client, alors comment est-ce que vous évaluez vos relations avec vos clients, et puis que ce soit de manière avérée, comment est-ce que vous réalisez? Posez-vous la question et posez-leur la question, mettez en place questionnaire, entretien informel, questions comme ça. Généralement, c'est ce que vous faites, de poser la question de manière informelle. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que de créer cette relation client. Maintenant, vous pouvez essayer de le formaliser aussi et d'étendre un petit peu plus pour avoir une meilleure visibilité, encore une fois, de leur satisfaction et travailler sur ce relationnel client. Qu'est-ce qui peut être attendu aussi par vos clients? Quel est le niveau d'adéquation entre donc la qualité de vos relations et vos segments clients? Est-ce que chaque segment client est parfaitement satisfait de vos prestations, de vos produits et de vos services? Quel niveau d'engagement est consenti par vos clients dans vos relations? Est-ce qu'ils sont capables d'aller peut-être plus loin avec peut-être une forme d'abonnement, voilà. Et essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'à quel engagement vos clients sont prêts à aller pour vous. Enfin, pour votre proposition de valeur, encore une fois, et vos offres. Et comment décririez-vous votre marque? Ça, c'est à vous de voir si votre marque est suffisamment connue, si elle est suffisamment porteuse, et comment travailler dessus si vous avez cette nécessité-là de ce besoin un petit peu de reconnaissance, de travailler en tout cas sur la notoriété de votre marque. En termes d'opportunités, sur le relationnel client,
Est-ce que dans votre suivi client, est-ce que vous avez un potentiel d'amélioration? On parle de suivi client, encore une fois, de parcours client. Est-ce que vous pouvez améliorer ces choses-là? Est-ce qu'il y a un gros potentiel ou pas? Est-ce que c'est attendu par vos clients? Comment est-ce que vous maintenez le lien? Déjà, comment vous le créez? Comment vous le maintenez? Et comment vous faites en sorte que vos clients soient fidélisés? Comment resserrer vos relations avec vos clients? Donc là, on en revient sur chaque étape. Quelles actions vous pourriez mettre en place pour améliorer ce relationnel client? Est-ce que vous pouvez améliorer la personnalisation? Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très attendu par les consommateurs, d'avoir des offres personnalisées, de ne pas être considéré comme un numéro parmi tant d'autres? Donc, comment travailler ça? Et est-ce que vous avez cette possibilité d'améliorer la personnalisation de vos offres? Comment augmenter le coût du changement? Alors ça s'adresse plutôt à des entreprises qui ont un fonctionnement d'abonnement ou qui ont un relationnel client plus long dans le temps. Mais en gros, comment convaincre les personnes de rester chez vous plutôt que de partir. Mais c'est assez spécifique, ça s'adresse pas à tous les types d'activités. Mais enfin, en tout cas, je pense que vous avez compris le sens de la chose, c'est est-ce que vous pouvez augmenter le coût du changement et essayer de conserver un petit peu plus captifs vos clients. Avez-vous identifié et éliminé les clients non rentables? Finalement, c'est une question qu'il faut se poser aussi à un moment donné. On garde des clients parfois avec le temps. Parfois, il faut savoir un peu faire table rase et filtrer un petit peu certains clients, surtout les mauvais payeurs, j'ai envie de dire, ou des personnes qui finalement, en termes de rentabilité, ne sont pas hyper porteurs. Il faut savoir peut-être s'en détacher à un moment donné pour récupérer un petit peu de temps, d'énergie, etc., à consacrer à des personnes qui seraient plus pertinentes, à des clients plus pertinents et souvent plus rentables. J'arrive pas à dire le premier mot. Vous le voyez. Devez-vous automatiser certaines relations? Ouais, devez-vous. Ok. Devez-vous automatiser certaines relations? Est-ce que finalement, vous avez certains clients peuvent être en attente? Là, je prends l'exemple de si vous avez une activité où vous délivrez de manière très régulière je sais pas, des produits de consommation, de l'alimentaire ou autre. Comment est-ce que finalement, est-ce que vous attendez à est-ce que la relation client est chaque semaine, il vous passe une commande et il vous délivre, il y a un bon de commande et un échange qui se fait entre le client et vous, ou est-ce que au contraire, il faut que ce soit automatisé et en gros, vous lui dites, quand tu n'en voudras plus, il faudra me prévenir suffisamment à temps, mais tous les mois, je te ferai, voilà. Comment automatiser certaines relations pour pouvoir, simplifier la vie du client et la vôtre aussi. Vos relations avec les clients risquent-elles de se détériorer? Ça, à vous de l'identifier, et d'être vigilant en tout cas, et de maintenir un niveau de satisfaction élevé et de conserver un relationnel dans le temps avec une certaine récurrence en tout cas. Vos canaux de distribution, les atouts et faiblesses des canaux de distribution. Comment évaluez-vous vos canaux de distribution? En gros, dans canaux de distribution, vous avez, c'est ce que je disais, depuis la communication de vos offres jusqu'à la délivrance de vos offres, comment vous les délivrez. Et puis même comment vous communiquez avec, il y a toute la partie communication aussi dans le canal de distribution. Donc comment est-ce que vous évaluez tout ça? Est-ce que quand vous faites une campagne promotionnelle sur un produit, est-ce que vous en évaluez les retours? En tout cas, on vous conseillera toujours d'évaluer en retour la portée de l'action, de chaque action, et comment est-ce que vous pouvez le perfectionner. Est-ce que vos canaux de distribution sont rentables à un moment donné? Ou est-ce qu'il faut que vous retravaillez dessus? On revient sur la chaîne de valeur tout à l'heure avec la logistique, etc. Là aussi. Quel niveau de pénétration vos canaux de distribution? Donc à quel point vous arrivez à toucher? Mais là on revient sur l'évaluation, encore une fois, de vos canaux de distribution et à quel point vous êtes en capacité de toucher vos clients. Comment sont perçus comment sont perçus vos canaux par vos clients? Est-ce que vos clients vous trouvent archaïques dans vos communications ou dans votre livraison ou dans votre même dans les contenants, etc. Est-ce qu'à un moment donné
comment est-ce que c'est perçu par vos clients? Donc là, on revient sur l'analyse client, en tout cas les questionnaires qui peuvent être posés, les questions qui peuvent être posées à vos clients pour savoir à quel point ils apprécient ou pas vos prestations. Le niveau d'intégration de vos canaux de distribution, est-ce que c'est bien intégré? Est-ce que vous maîtrisez les choses en interne? Est-ce que c'est externalisé? À vous de voir. Et à quelle mesure vous pouvez jouer là-dessus. Est-ce que c'est une source d'économie d'envergure aussi, vos canaux de distribution? Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez faire en sorte de réaliser des économies d'envergure? Et est-ce qu'elles sont bien adaptées? Est-ce qu'ils sont bien adaptés à vos segments clients? Donc ça, on revient sur la matrice d'empathie. Et c'est à un moment donné, quand vous vous adressez à vos clients, est-ce que c'est de manière pertinente et vous pouvez même leur poser la question à eux. Et on revient aussi sur la partie questionnaire de satisfaction. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré vis-à-vis de leurs attentes. Sur les canaux de distribution, des opportunités. Alors, comment est-ce que vous pouvez améliorer la rentabilité ou la performance de vos canaux? Donc ça, on l'a bien compris. Pourriez-vous améliorer l'intégration de vos canaux? Est-ce que vos canaux, vous les maîtrisez ou est-ce que vous déléguez, mais est-ce que vous pouvez en internaliser? À quel point vous pouvez les maîtriser? Est-ce que vous pourriez trouver de nouveaux canaux, partenaires complémentaires? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'aller faire du business? Est-ce que vous pouvez intégrer certains groupements professionnels, certains groupes de travail, etc. À vous de voir un petit peu ce qui peut être fait. Pourriez-vous augmenter vos marges en amont directement avec vos clients? En servant directement vos clients, pardon. Est-ce que si vous internalisez la compétence, est-ce que vous pouvez augmenter en tout cas vos marges? Pouvez-vous améliorer la décoration des canaux des segments clients? Là encore une fois, vos segments clients, vous leur adressez, vous leur délivrez votre offre par un biais. Est-ce que ça peut être perfectible et améliorable? Est-ce qu'il y a des concurrents qui menacent vos canaux? Vos canaux risquent-ils de ne pas être adaptés à vos clients? Ça, ce sont toutes les questions que l'on vous engage à vous poser. Les sources de revenus. Quel est le niveau de vos marges aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou est-ce que c'est trop faible? À vous de travailler un petit peu aussi sur la construction de vos prix et de vos marges, bien que tout impacte là-dedans. On revient sur les canaux de distribution avant, mais qui impactent aussi les marges que vous pouvez dégager. Dans quelle mesure vos revenus sont-ils prévisibles? À vous de travailler aussi sur l'aspect prévisible des choses. Donc on revient sur la notion de est-ce qu'il ne faut pas développer peut-être des offres avec une certaine récurrence, des offres d'abonnement, pourquoi pas, ou en tout cas essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité sur vos sources de revenus. Est-ce que les revenus sont récurrents et les actes de réachat fréquents? Donc là on revient sur la notion de fidélisation client et comment travailler dessus. Quel est le niveau de diversification de vos flux de revenus? Donc, comme on dit toujours, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Est-ce que vous avez des sources de revenus qui sont diverses? Et je pense qu'il faut idéalement découper le risque et essayer d'avoir des flux de revenus diversifiés pour pouvoir pour pouvoir être dormir un petit peu plus tranquille aussi. Donc, à vous de travailler sur votre diversification et de pas avoir un flux de revenus trop central, trop unique. Est-ce qu'ils sont durables? Est-ce que dans le temps, est-ce que c'est quelque chose qui est durable? Est-ce que vous avez des contrats? Comment est-ce que vous pouvez travailler sur ces aspects-là? Votre politique tarifaire vous permet-elle de n'engager de dépenses avant la perception de revenus? Donc, à vous de voir aussi comment est-ce que vous arrivez dans vos activités, entre les dépenses nécessaires pour pouvoir créer la valeur et la captation en retour de valeur financière en retour. Comment l'équilibre, là on parle de trésorerie, purement de trésorerie. Et vos mécanismes de fixation des prix vous permet-il d'être performant? Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous déterminez vos prix? Comment est-ce que la construction de prix est faite? Et est-ce que ça vous permet d'être vraiment performant dans vos activités et pérenne, encore une fois? Dans les opportunités et menaces, vous avez donc les sources de revenus. Donc là, on est sur la partie opportunités. Pourriez-vous remplacer des revenus ponctuels par des revenus récurrents? Donc on revient sur la notion de récurrence, de forfait, etc. et de visibilité dans le temps.
Pour quels autres éléments les clients seraient-ils disposés à payer? On en revient sur est-ce que vous avez des produits ou des services additionnels que vous pourriez proposer pour satisfaire les besoins de vos clients? Avez-vous des opportunités de vente annexes? Non, c'est quoi? Bon, est-ce que vous avez des ventes supplémentaires que vous pourriez réaliser, des opportunités de vente adaptées, pardon, en interne ou avec des partenaires? Est-ce que donc je reparle de produits additionnels et de ventes et de services additionnels. Quels autres flux de revenus pourriez-vous adapter ou créer? Comment est-ce que vous pourriez avoir d'autres rentrées d'argent? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple que je pourrais vous donner là-dessus? Bon, là, j'ai pas d'exemple qui me vient, donc on va passer au point d'après. Pouvez-vous augmenter les prix? Ça, c'est la bonne question aussi. À un moment donné, dans votre construction de prix, est-ce que vous pensez que sur votre marché, par rapport à la concurrence, par rapport à ce que les clients sont susceptibles de pouvoir payer pour vos services et vos produits, est-ce que vous pouvez augmenter cette tarification-là? Donc ça, ce sont toutes les opportunités que vous pourriez avoir. En termes de menaces, est-ce que vos marges sont menacées par des concurrents ou des technologies? Est-ce que voilà, vous n'êtes plus en capacité de tenir le rythme? Êtes-vous trop dépendant d'un ou plusieurs flux de revenus? Donc ça, on revient sur la diversification des flux de revenus. Et quels flux de revenus sont appelés à disparaître? Identifiez d'ores et déjà si vous avez des flux de revenus qui peuvent disparaître pour pouvoir anticiper et réadapter. Sur la partie activité et faiblesse, alors j'ai conscience maintenant qu'on fait l'exercice que ça devient un petit peu lourd de passer toutes ces questions en revue. C'est vrai que c'était plus dans l'échange que ça aurait pu être. C'est plus des slides qui sont faites pour l'échange, mais je resterai à disposition pour répondre aux différentes questions. En tout cas, toutes ces questions-là ont du sens et je vous engage encore une fois à vous les poser. Quelle est l'efficacité avec laquelle sont déployées vos activités clés? Est-ce que vous êtes suffisamment efficace dans tout ce que vous faites dans vos activités? Donc dans la production, dans la maintenance du terrain, par exemple, dans l'appropriation de chaque étape clé en fait de votre activité. Est-ce que vous êtes parfaitement efficace ou est-ce que vous pourriez améliorer cette efficacité-là? Est-ce que vos activités clés sont facilement copiables? Ça c'est dans les à vous de voir si vous pouvez les dupliquer ou ou finalement comment est-ce que vous pourriez vous diversifier et faire en sorte de garder un avantage concurrentiel différenciateur si vous faites quelque chose que finalement peu d'autres personnes peuvent réaliser ou n'ont pas la compétence pour. Quel est le niveau de qualité d'exécution de vos activités clés? Est-ce que donc voilà, quand vous réalisez vos activités clés, est-ce que vous êtes à un niveau d'exécution de manière qualitative? Est-ce que vous êtes à un niveau élevé ou pas élevé? Est-ce que vous pouvez travailler dessus en tout cas? Quel est le niveau de répartition et entre exécution interne et externalisée? Donc ça, c'est à vous de poser la question pour réaliser vos activités, enfin en tout cas pour générer votre proposition de valeur. Dans vos activités clés, vous avez des ressources clés et des partenaires. À quel point vous pourriez internaliser davantage si ça a un intérêt, encore une fois, et si c'est en pertinence pour votre rentabilité financière, etc. Les opportunités en termes d'activités clés, est-ce que la standardisation de certaines activités est-elle envisageable? Est-ce que finalement vous pourriez un petit peu industrialiser certaines activités pour simplifier les choses et vous dégager des ressources? Est-ce que vous pouvez travailler sur la performance globale de votre entreprise de manière générale avec vos activités clés? Un support informatique, est-ce que améliorerait-il la performance? Est-ce que l'informatique et la technologie peut avoir un impact positif sur vos activités? À vous de vous poser ces questions-là. Ne serait-ce que pour la prise de commande, voilà. Si demain vous avez un site internet avec une plateforme de commande, ça simplifie le rapport plutôt que d'avoir à prendre le téléphone et de dire oui, de noter sur un bout de cahier, etc. C'est comment est-ce qu'on peut simplifier est-ce que l'informatique peut apporter en tout cas et améliorer la performance et vous faciliter dans la vie, on va dire, au quotidien dans vos activités clés? Quelles activités clés pourraient être bouleversées? Donc ça, c'est est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourriez être impacté? Mais ça, c'est donc sur les menaces, donc c'est tout ce qui est extérieur. Comment est-ce qu'à un moment donné, vous avez des activités qui pourraient être bouleversées et il faut donc comment anticiper en tout cas sur ce type d'impact qui pourrait y avoir sur vous? Et est-ce que la qualité de vos activités est menacée? Est-ce que vous pourriez être amené à travailler entre guillemets moins bien ou mieux par rapport à des événements extérieurs qui pourraient arriver
à vous de les anticiper, de maintenir votre niveau de qualité ou de switcher sur certaines activités. Alors, on avance, il en reste 3. Hein. Alors, les ressources clés, en termes d'atouts faiblesses, vos ressources clés sont-elles un avantage concurrentiel? Est-ce que en interne, vous avez des compétences? Est-ce qu'il y a des choses que vous savez faire dans votre boîte ou est-ce que vous avez, je sais pas, un terrain spécifique, ou est-ce que vous avez qu'est-ce qui, dans vos ressources clés, vous permet d'obtenir un avantage concurrentiel différenciateur? Notez-les et travaillez dessus pour les mettre en avant, même de manière sur la communication ou en tout cas pour maintenir en tout cas cet avantage-là. Vos besoins en ressources sont-ils prévisibles? Est-ce que vous savez de quoi vous allez avoir besoin chaque année? Et est-ce que vous êtes en capacité d'identifier vos ressources nécessaires à l'avenir? Est-ce que c'est prévisible ou est-ce que vous savez pas trop? Il y a des ressources. À quel point vous maîtrisez en fait votre visibilité sur vos besoins en ressources internes? Et quand je parle ressources, c'est matériel, humaine, financière, etc. Est-ce que vous avez suffisamment de visibilité? Est-ce que c'est suffisamment prévisible ou pas? En tout cas, travaillez sur cet aspect-là, d'avoir la meilleure visibilité sur les ressources nécessaires. Quel est le niveau de maîtrise de vos ressources clés? Ça à vous de, voilà. Est-ce que vous maîtrisez assez peu? Vous avez besoin de beaucoup de saisonniers? Du coup, se pose la question de, est-ce que je vais trouver des saisonniers? Est-ce que je vais trouver des saisonniers suffisamment impliqués et de bonne qualité, etc. Mais à quel point, voilà, vous maîtrisez ça? C'est important de le savoir, enfin, d'en être conscient, mais je pense que vous l'êtes. Mais en gros, si vous n'êtes pas en parfaite maîtrise des ressources clés, comment est-ce que vous allez travailler dessus? Les opportunités. Alors, serait-il possible d'utiliser moins de ressources coûteuses pour obtenir le même résultat? À vous de vous poser ces questions-là. Dans vos ressources, il y a peut-être des choses qui vous coûtent plus cher que d'autres. Comment est-ce que vous pourriez substituer ça? On revient sur la partie, est-ce qu'il vaut mieux internaliser? Est-ce que finalement votre transporteur, en fonction du nombre de livraisons, de la volumétrie de vos livraisons, etc., est-ce que votre transporteur, il vous coûte trop cher? Et est-ce que c'est peut-être mieux d'internaliser, d'acheter un véhicule et de pouvoir gérer la livraison avec un salarié? Ou est-ce que au contraire vous êtes en train de, mais ça peut être l'inverse, hein, vous avez un camion de livraison avec un salarié donc retenu pour aller faire de la livraison, etc. Est-ce que le fait d'externaliser peut peut-être vous apporter un peu plus de, travailler en tout cas sur le coût que ça peut générer, parce que c'est une activité clé, il faut bien délivrer, enfin pour l'exemple, il faut livrer les produits chez le client. Que ce soit quelqu'un en interne ou quelqu'un d'extérieur, le client finalement il s'en fiche un peu. À vous de travailler sur vos coûts en tout cas et de regarder s'il y a un travail qui peut être fait à ce niveau-là. Quelles ressources clés, voilà, serait-il préférable de se procurer auprès de partenaires? Donc c'est ce que je viens de dire. Quelles ressources clés sont sous-exploitées? Alors ça, c'est intéressant aussi de regarder dans vos entreprises ce qui est finalement surexploité et sous-exploité, et de réajuster et d'essayer de tirer le meilleur parti, on va dire le plus de profit de chacune des ressources. Encore une fois, technique, enfin matérielle, financière et humaine. Avez-vous des brevets ou autres découvertes inexploitées qui pourraient avoir de la valeur pour d'autres? Ça, c'est une question qu'il faut bien se poser et essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être envisagées dans ce sens-là. Mais bon, mais pourquoi pas? Peut-être sur un mode de production particulier ou sur une méthodologie. Il peut y avoir un appareil créé particulier, créé au moment de la production. Pourquoi pas? Allez chercher un peu de propriété intellectuelle pour la valoriser. Risquez-vous d'être confronté à une rupture de l'offre de certaines ressources? Est-ce qu'il y a certaines ressources qui risquent de se couper là, demain? Je parlais de ressources matérielles, peut-être qu'il y a des logiciels, je sais pas, d'exploitation qui peuvent s'arrêter. Il peut y avoir, est-ce que votre matériel informatique est trop obsolète et il risque de claquer à un moment donné? Comment être en mesure d'anticiper, encore une fois, d'identifier toutes ces ressources clés et de regarder un petit peu si elles sont au goût du jour ou si elles arrivent peut-être confrontées à une rupture, on va dire, ou confrontées à une limite. Et puis la qualité aussi de vos ressources est-elle menacée? Est-ce que toutes vos ressources, c'est ce que je suis en train de dire, vous apportent toujours tout le niveau en tout cas attendu pour pouvoir encore une fois créer votre valeur?
Alors, les partenaires clés, comment sollicitez-vous vos partenaires aujourd'hui? Comment est-ce que vous les sollicitez de manière classique, j'ai envie de dire, ou est-ce que vous allez négocier? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être envisagées vis-à-vis de vos partenaires? Et quand je dis partenaire, c'est au sens très large. Ça peut aller de l'expert comptable pour simplement la gestion de vos comptes etc. Mais comme ça peut aller sur des groupements, je parlais de groupements professionnels, je pense aux BNI qui sont des regroupements pour la création de relationnels d'affaires, on va dire. Mais comment est-ce que vous les sollicitez? Comment est-ce que vous travaillez avec ces partenaires pour aller plus loin? Est-ce que c'est juste un rapport classique de premier niveau? Mais comment est-ce que finalement aller peut-être plus loin, pour du relationnel commun, parce que je voulais parler aussi de la notion d'apporteur d'affaires, de génération d'affaires de par vos partenaires. Quel lien avez-vous avec vos partenaires, ou entretenez-vous? Ah oui, entretenez-vous avec vos partenaires. Là, c'est ce que je viens de dire. C'est comment est-ce que vous pourriez aller plus loin dans votre relationnel avec vos partenaires et voir comment est-ce que vous identifieriez de nouveaux partenaires. Donc, les opportunités d'externalisation existent-elles? Est-ce que, encore une fois, il y a des opportunités d'aller externaliser certaines activités clés? Et donc, limiter vos ressources clés, et il peut y avoir un intérêt. Est-ce qu'il y a une collaboration plus étroite avec les partenaires adéquats en question pour pouvoir mener vos activités à bien? Des opportunités... est-ce qu'il y a des opportunités avec des associés qui peuvent s'avérer, qui peuvent être réalisées? Donc là, on parle apporteur d'affaires, etc., dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Mais regardez un petit peu cette notion réseau et d'échange. Les canaux de distribution des partenaires pourraient-ils vous aider à toucher certains clients? Donc ça, évidemment, les partenaires que vous avez ont une clientèle, ont leurs activités et diffusent. Est-ce qu'à un moment donné, votre offre peut être intégrée, ou à quel moment vous pourriez bénéficier, en tout cas, de ce type comment discuter avec vos partenaires pour aller chercher de nouveaux clients? Des partenaires pourraient-ils compléter votre proposition de valeur? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a de nouveaux partenaires à aller intégrer pour pouvoir, encore une fois, travailler votre proposition de valeur et l'adresser à de nouveaux segments clients? Risquez-vous de perdre des partenaires? Ça, à vous de voir si vos partenaires sont fiables, stables. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur eux? Vos partenaires pourraient-ils collaborer avec vos concurrents? Ça, c'est une menace. Peut-être qu'il y a des partenaires qui finalement peuvent aller aussi travailler avec la concurrence. C'est légitime malgré tout. Mais à vous d'être en vigilance là-dessus et d'essayer de conserver un relationnel privilégié avec vos partenaires pour qu'ils restent en tout cas avec vous. Êtes-vous dépendant aussi de certains partenaires? C'est la question qu'il faut se poser, et donc de maintenir un lien de qualité si en tout cas vous avez une forme de dépendance avec ces partenaires-là, et voire même anticiper et avoir une solution un petit peu de secours si vos partenaires clés auprès desquels vous pourriez être dépendant, de pouvoir switcher facilement. Et enfin, la structure des coûts. Vos coûts sont-ils prévisibles? Donc, on revient sur la notion de visibilité et de maîtrise de vos coûts. Quelle cohérence y a-t-il entre vos coûts et votre modèle économique? Est-ce que vos coûts qui conditionnent votre prix finalement et vos revenus, et l'équilibre financier avec les revenus, est-ce que vous pensez que c'est parfaitement en cohérence et plus ou moins travailler dessus, ou en tout cas maintenir un niveau élevé? Quel est le niveau de rentabilité de vos opérations? Donc, travailler sur votre rentabilité. Là aussi, c'est dans la confection du prix, dans la conception et la création du prix. Regardez si vous êtes suffisamment rentable. Et est-ce que vous pouvez bénéficier d'économies d'échelle? En gros, plus vous vendez et plus vous faites de rentabilité. En opportunité, est-ce que vous pouvez réduire vos coûts? C'est la seule opportunité que vous pourriez avoir. Et en risque, quel coût risque de devenir imprévisible? Est-ce qu'il y a des coûts que vous ne maîtrisez pas et qui pourraient venir impacter encore une fois vos activités? Ou quel coût menace d'augmenter plus rapidement les revenus correspondants? Est-ce que, encore une fois, il y a des coûts qui peuvent être particulièrement impactants? Et voilà, donc essayez d'être le plus en prévision et de regarder ce qui peut être une menace pour vos coûts, et en tout cas travailler sur ces coûts-là pour augmenter votre rentabilité. Merci en tout cas de votre attention. J'ai essayé de faire court. C'est un exercice qui
qui appelle plus à l'échange. Donc c'est un petit peu particulier sur ce type-là. En tout cas, avec les supports, je pense que vous aurez ce qu'il faut pour déjà prendre le temps de se poser ces bonnes questions et travailler ce modèle économique et ce positionnement de votre offre. Et puis je reste à votre entière disposition, aux coordonnées qui sont indiquées là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Merci. Merci.